Examinons maintenant un autre volet intéressant, celui du comportement de la poussière sur la Lune. Sur Terre, la poussière adhère aux objets grâce à l'humidité de l'air. Sur la Lune en revanche, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas d'humidité. Théoriquement donc, la poussière lunaire ne devrait pas pouvoir s'accrocher à une quelconque surface. En regardant les images des missions Apollo, nous avons pourtant des dizaines de cas apparemment inexplicables où la poussière lunaire s'accroche un peu partout. On le remarque par exemple sur les combinaisons des astronautes, non seulement dans la partie inférieure des jambes, mais aussi sur les bras, le torse et même sur le sac à dos. Ce sont souvent les astronautes eux-mêmes qui soulignent la quantité de poussière qui les recouvre. I am covered from head to foot with dust. Yeah, we got some work to do here, boy. You're all dirty. You ought to see you back. I couldn't have gotten any dirtier than you. Même au centre de Houston, ils commentent le problème. Looks like you guys have been playing in a coal bin. La poussière s'attache également de façon inexplicable sur les appareils photo et sur leurs objectifs. Les astronautes eux-mêmes s'en plaignent souvent. We ought to check the dust on the lens on these cameras. Le problème devient parfois si grave qu'ils n'arrivent plus à lire les informations sur les objectifs. So much dust on the camera, it's hard to read the settings. Le même problème se présente pour les caméras utilisées par les astronautes. On note dans ce cas que de nombreux grains de poussière se sont collés à l'objectif de la caméra. Et ici, c'est même tout l'objectif qui se trouve couvert de poussière. Les taches blanches sont les seules zones de l'objectif où la poussière n'est pas présente. Parfois, les astronautes eux-mêmes s'en aperçoivent. I think we need to dust the TV lens. It's pretty dusty. D'autres fois, la demande de nettoyer l'objectif émane directement du centre de contrôle. Before we leave this area, we want you to brush the LCRU and the TV camera lens. Ces images tournées sur la Terre montrent la poussière qui reste attachée à l'objectif à cause de l'humidité. Pourquoi ce même phénomène se produit-il aussi sur les objectifs utilisés par les astronautes puisqu'il n'existe pas d'humidité sur la Lune ? Même le gnomon, qui sert à corriger les couleurs sur les photos, ne veut rien savoir et prend la poussière lui aussi. Radar Noman's pretty dirty, unfortunately, Joe. Just no way to keep that color chart clean with all this dust. Roger. Mais il n'y a pas que les combinaisons et les instruments des astronautes qui sont recouverts de poussière. Regardez par exemple le châssis du rover avec les tubes et le capot du moteur complètement recouverts de poussière. Ou bien les garde-boue du rover et toute cette poussière collée à l'intérieur ou sur la face externe. Certains des bunkers ont suggéré que toute cette poussière pouvait rester attachée aux objets à cause d'une sorte d'effet électrostatique. Mais ce n'est pas plausible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de matériaux complètement différents entre eux. Les combinaisons des astronautes, les appareils photo, les surfaces sur la Jeep lunaire, l'objectif des caméras. Ensuite, c'est la NASA elle-même qui dément cette hypothèse lorsqu'elle explique que l'effet électrostatique sur la Lune peut seulement exister dans les zones d'ombre, car dans la partie éclairée par le Soleil, cet effet est instantanément dissipé par le vent solaire. Sur le document qui étudie les charges électrostatiques à la surface de la Lune, on peut lire: sur la surface lunaire exposée au Soleil, où l'effet photoélectrique est prédominant, les charges électrostatiques se dissipent quasi instantanément dans tous les cas. Pour cette raison, l'accumulation de charges électrostatiques pendant le jour lunaire est un problème qui ne se pose pas. Enfin, il faut dire que dans certains cas, plus que de la poussière, il semble s'agir de véritables boues. Regardez par exemple ces trous de la Jeep lunaire. Ou bien encore cette autre image montrant la roue de la Jeep lunaire avec la jante complètement recouverte de boue. On dirait qu'on a affaire à une roue embouée filmée sur Terre. Il y a aussi un autre exemple encore plus surprenant. Ceci est une expérience de dégradation thermique effectuée durant la mission Apollo 14. Comment le sable peut-il s'être compacté au point de ressembler à de la boue si nous sommes réellement en l'absence d'humidité ? Et il y a un autre détail à noter. Ces pièces métalliques gravées d'une série de lettres et de chiffres qui ont été par la suite remplies de sable. Comment se peut-il que le sable réussisse de surcroît à garder la forme du numéro original une fois sorti du sillon où il s'est formé ?
Ici, par exemple, nous voyons le numéro 5 qui est resté pratiquement intact par rapport au numéro gravé où il se trouvait. Et là, le numéro 3, lui aussi pratiquement intact. Comment le sable peut-il conserver ainsi la forme du numéro après s'être déplacé de son siège, s'il n'y a vraiment aucune humidité ? Mais peut-être que le plus grand problème de tous est celui posé par les empreintes que les astronautes auraient laissées sur le sol lunaire. Où qu'ils aillent, en effet, les astronautes laissent des dizaines d'empreintes très nettes sur le sol. Mais on peut se demander pourquoi la poussière lunaire reste ainsi fortement compacte, jusqu'à garder la forme exacte de la semelle, étant donné que sur la Lune, il n'y a ni atmosphère, ni humidité. Nous savons tous que pour donner une forme déterminée à du sable, il faut au préalable le mouiller. Si au contraire le sable reste sec, les grains ne s'agglomèrent pas entre eux et la forme n'est pas conservée. Les débunkers prétendent que la poussière lunaire, appelée régolithe, a une surface beaucoup moins polie que la poussière terrestre et qu'il suffit donc d'une simple pression de chaussure pour la compacter, même en l'absence totale d'humidité. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters se sont fait prêter par la NASA la réplique d'une botte d'astronaute et une certaine quantité de poudre spéciale préparée par la NASA elle-même qui possède les mêmes caractéristiques que la poussière lunaire. So for this test, NASA has given us a lunar regolith simulant. It's manufactured to test equipment that is going to the moon. It's very similar to lunar dust in the fact that each particle is very sharp. Dirt on Earth has been weathered, so it's very smooth. So this is as close to lunar dust as we can get. C'est une poudre que Paolo Attivissimo connaît bien lui aussi. Questo è un campione, è un simulante, si chiama, un simulante di regolite, che è la polvere di luna sintetica che si usa per collaudare i veicoli che poi torneranno sulla Luna. Les Mythbusters ont alors mené une expérience dans une chambre à vide, c'est-à-dire en l'absence complète d'humidité, répliquant ainsi les conditions que l'on trouve à la surface de la Lune. The rig is ready to take its one-legged step, and the vacuum chamber has been vacuumed. Boot stop, vacuum. Here we go. In 3, 2. Notons que les Mythbusters ont pris le soin d'ajouter des contrepoids pour simuler le poids exact d'un pied d'astronaute sur le sol lunaire. 1. Yeah! Take that! Yeah! Look at that. We made a footprint inside of a vacuum. And there was no water vapor, which is what this conspiracy theory is all about. In your face, conspiracy theorists! Mais les Mythbusters ont chanté victoire un peu trop vite, car ils n'ont en aucun cas reproduit les empreintes laissées par les astronautes des missions Apollo. Regardez à quel point les barrettes de sable formées sous la semelle des astronautes sont solides et carrées. Ce sont pratiquement des parallélépipèdes parfaits avec des angles nets et bien dessinés. Ces barrettes sont tellement solides et compactes qu'elles gardent leur forme même une fois cassées en plusieurs morceaux. On dirait presque de l'argile qui aurait séché au soleil. Il est clair que nous sommes face à un résultat bien différent de celui obtenu par les Mythbusters dans la chambre à vide. Si l'on essayait de casser en deux ou simplement de déplacer une de ces barrettes de sable, il est certain qu'elle ne resterait pas compacte et unie. Les Mythbusters, avec leur expérience, ont réussi à nous démontrer l'exact contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'en l'absence d'humidité, il est impossible de reproduire les empreintes laissées par les astronautes. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'existe pas d'humidité et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soit les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du rover ou le verre des objectifs? Pouvez-vous nous dire comment des couches comme celle-ci peuvent se former sur les roues du rover au point de ressembler à de la boue? Et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée? Étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires avec un équivalent de régolithe dans une chambre à vide, pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales?
S'il est vrai, comme beaucoup l'affirment, que les missions lunaires ont en réalité été tournées en studio sur Terre, un des problèmes fondamentaux à résoudre était celui de simuler la gravité lunaire qui est d'environ 1/6 de la gravité terrestre. La technique la plus adaptée pour obtenir un effet de ce genre a toujours été l'utilisation de câbles d'acier. Fins et invisibles pour les caméras, les câbles d'acier étaient déjà utilisés avec une grande efficacité par Walt Disney au début des années 60, comme dans le film Mary Poppins. Et aujourd'hui encore, ils sont utilisés très régulièrement, comme par exemple dans le film Magnificent Desolation de IMAX, précisément pour reproduire les promenades lunaires des missions Apollo. Connectés à un système de contrepoids, les câbles d'acier permettent à l'astronaute de réduire son propre poids comme il veut et de simuler à la perfection la gravité lunaire. Une autre façon d'obtenir le même effet consiste à attacher les câbles d'acier à des ballons gonflés à l'hélium. Ce système a été utilisé par exemple dans la série télévisée De la Terre à la Lune, produite par Tom Hanks. Le résultat reste celui d'alléger le poids de l'astronaute de façon à simuler la gravité lunaire. Mais il reste un problème avec les câbles d'acier. Bien que normalement ils demeurent invisibles, il arrive parfois qu'ils reçoivent un rayon de lumière qui les rend visibles pendant juste une fraction de seconde. Et c'est ce qui semble s'être passé, par exemple, pendant cette séquence d'Apollo 14. Alors que les astronautes s'affairent tout près du LEM, à un moment donné, on voit des reflets de lumière juste au-dessus de la tête des astronautes. Le premier reflet est certainement dû à l'antenne que les astronautes portent sur leur sac à dos. Cette antenne, longue d'une trentaine de centimètres, renvoie assez souvent des rayons de lumière qui la frappent. Mais ensuite, il y a un deuxième reflet, juste après le premier, qui ne peut pas être attribué à l'antenne et qui semble être justement celui d'un câble. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Ceci est la silhouette de l'astronaute avec son sac à dos. Et voici l'antenne qui renvoie le premier reflet. Et là, le second reflet, beaucoup plus haut, qui ne peut pas être attribué à l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière juste au-dessus de l'astronaute, à environ 1 mètre au-dessus de sa tête. Et ce quelque chose ne peut pas être un reflet dans l'objectif consécutif à la première lumière, puisque le second reflet arrive après celui de l'antenne et non en même temps. Un cas similaire s'est produit lors de la mission Apollo 17. Là aussi, on peut voir d'abord un premier double reflet sur l'antenne du sac à dos et ensuite un reflet beaucoup plus haut, juste au-dessus de la tête de l'astronaute. Revoyons de plus près. Voici le premier reflet de l'antenne. Le second, et ensuite un reflet beaucoup plus haut qui ne peut pas provenir de l'antenne. Il y a quelque chose qui reflète la lumière environ 2 mètres au-dessus de la tête de l'astronaute, à un endroit où normalement on devrait trouver seulement du vide, en tout cas aucun objet. Les débunkers soutiennent cependant qu'il ne s'agit pas de reflets de lumière sur les câbles, mais de simples défauts dus à la conversion vidéo. Sur son site web, Ativissimo écrit « Ce ne sont pas des fils ou des câbles, en général il s'agit des défauts de compression, c'est-à-dire d'erreurs introduites par la conversion répétée des vidéos d'un format à un autre, par exemple lors de la publication sur YouTube. Les vidéos originales auxquelles il faut se référer pour toute analyse sérieuse, au lieu de s'appuyer sur des copies détériorées et converties je ne sais combien de fois, ne présentent pas ces phénomènes. » Mais Ativissimo se trompe. Celles que nous avons montrées sont précisément les vidéos originales non converties de Spacecraft Films, justement celles auxquelles Ativissimo nous dit se référer pour toute analyse. Qui possède les vidéos originales peut vérifier que les éclairs de lumière existaient déjà sur les originaux et qu'ils ne sont pas les résultats d'une conversion vidéo comme le soutient Ativissimo. Mais il n'y a pas que les éclairs de lumière pour suggérer l'utilisation de câbles d'acier dans les images de la Lune. Nous avons aussi plusieurs séquences vidéo dans lesquelles les astronautes semblent se soulever du sol sans aucun effort apparent, comme si justement il y avait quelque chose d'invisible qui les tirait vers le haut. Analysons certaines de ces situations. Cet astronaute est incliné vers le sol et tout d'un coup, il se remet sur ses pieds sans aucun effort apparent, comme si une force mystérieuse le tirait soudain vers le haut. Ici, l'astronaute est également tiré vers le haut tout d'un coup, et ensuite, c'est comme s'il restait pendu à quelque chose, roulant sur lui-même. Revoyons la scène. Ici aussi, l'astronaute est d'abord soulevé de terre et semble ensuite rester suspendu un instant dans le vide. On dirait une marionnette soulevée par des fils invisibles.
Et ici, l'astronaute tombé à terre se soulève du sol comme si une force invisible tirait par le sac à dos. Revoyons la scène de plus près. Ici, l'astronaute s'affaire sur ses instruments quand tout d'un coup, une force mystérieuse le tire vers le haut et vers sa droite. Revoyons cela. Il y a même une situation où l'astronaute se plaint de ne pas pouvoir se remettre debout et semble presque attendre que quelqu'un le soulève. L'astronaute attend jusqu'à ce qu'une force mystérieuse le tire vers le haut. Dans cet autre cas, l'astronaute tombe en avant mais reste étrangement suspendu en l'air. En y regardant de plus près, il semble même qu'il reste tout d'abord suspendu au-dessus du sol et qu'ensuite, une force mystérieuse le tire vers le haut. Et là, nous avons un cas apparent de lévitation. L'astronaute de gauche fait un bond en avant et semble ensuite suspendu dans le vide, avec les jambes qui pendent, tandis qu'une force inconnue le soulève vers le haut. Revoyons la scène de plus près et au ralenti. Et enfin, il y a un exemple vraiment curieux. Regardez le mouvement que réussit à faire cet astronaute avec ses jambes, d'abord en avant, puis en arrière, sans s'appuyer sur quoi que ce soit. On dirait même que ses pieds glissent librement, d'abord vers l'avant, ensuite vers l'arrière, sur le terrain en dessous de lui. Si l'on redresse l'image en mettant l'astronaute verticalement, on voit encore mieux que celui-ci ne se redresse pas simplement sur la pointe des pieds, mais que c'est toute la partie inférieure de la jambe, depuis le genou jusqu'en bas, qui glisse d'abord vers l'avant, puis vers l'arrière. Mais comment est-ce possible de glisser ainsi en même temps des deux pieds, d'abord en avant, puis en arrière, sans qu'une force vous maintienne en même temps soulevé du sol? Question. Étant donné qu'il ne s'agit ni d'effet de conversion vidéo, ni de reflet dans l'objectif, comment expliquez-vous les éclairs de lumière que l'on peut voir de temps en temps au-dessus de la tête des astronautes? Pouvez-vous expliquer comment un mouvement comme celui-ci, ou encore celui-ci, est possible sans qu'une force externe ne tire l'astronaute vers le haut? Le dernier ensemble de preuves est consacré à l'apparente présence d'air suggérée par les images de la Lune. Comme nous le savons, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. En théorie, les astronautes devraient donc se déplacer dans le vide le plus absolu. On peut pourtant relever certains détails dans les vidéos des missions Apollo qui suggèrent que nous nous trouvons en présence d'air. L'un de ces détails est le comportement des nuages de poussière soulevés par le rover, la Jeep lunaire. Si nous étions en l'absence totale d'air, tout le sable soulevé par les roues devrait exécuter une trajectoire parabolique parfaite entre le moment où celui-ci se détache de la roue et celui où il retombe sur le sol. Puisqu'il n'y a pas d'air pour freiner leur course, les particules les plus lourdes comme les plus légères devraient toutes suivre le même arc parabolique. A l'inverse, sur Terre, les particules les plus légères de sable sont freinées par l'air qu'elles traversent et restent en suspension plus longtemps, formant les classiques nuages de poussière que l'on peut voir derrière les roues. C'est un phénomène que nous retrouvons dans 1000 situations différentes, en soulevant simplement un peu de sable du sol, pendant une partie de golf ou lors d'une course de motocross. Mais c'est un phénomène que l'on retrouve aussi, et de façon bien étrange, derrière les roues de la Jeep lunaire, où il ne devrait pas se produire. Regardez par exemple ce nuage de poussière qui reste en l'air après le passage du rover. Comme nous l'avons dit, en l'absence d'atmosphère, de tels nuages ne devraient pas se former. Tout le sable, du plus léger au plus lourd, devrait suivre la même trajectoire parabolique. Et de fait, sur le site de Debunking Clavius, on peut lire « Si l'atmosphère est suffisamment dense, elle peut retenir en suspension de petites particules, s'opposant à la gravité pendant un bref laps de temps. Mais rien de cela ne peut survenir sur la Lune, car il n'y a rien qui puisse maintenir en suspension les particules de poussière. » Au lieu de cela, ce genre de nuage de poussière se forme régulièrement derrière les roues de la Jeep et reste en suspension plusieurs secondes avant de retomber. Tout cela ne devrait pas se produire, comme nous l'avons vu, si nous nous trouvions véritablement sur la Lune, c'est-à-dire en l'absence d'atmosphère. Voici une autre situation dans laquelle nous vient le soupçon que nous sommes en présence d'air. Ce que l'on voit sur la droite est une couverture thermique montée sur la partie antérieure du rover.
C'est une couverture que nous voyons souvent onduler pendant le déplacement du rover d'un endroit à l'autre. Quand le rover est arrêté, cependant, cette couverture ne devrait pas onduler, étant donné que sur la Lune, il n'y a pas d'air pour la faire bouger. Il y a pourtant un cas où cette couverture thermique semble bouger toute seule. Au début, on ne sait pas si c'est l'astronaute qui la touche. Mais ensuite, alors que l'astronaute balaie la poussière, la couverture thermique se gonfle et se soulève toute seule, et ce, à plusieurs reprises, comme si un léger courant d'air la faisait se soulever. Il y a un autre cas étrange, toujours dans la mission Apollo 16. Quand un des astronautes referme ce capot sur le rover, on note un jet de poussière qui est propulsé vers le haut. Revoyons-le de plus près, au ralenti. Quelqu'un pourrait suggérer que c'est à cause de la vibration que le sable bouge. Mais en réalité, tout le rover est recouvert de sable, et s'il s'agissait d'une vibration, tout le sable bougerait en même temps. Au lieu de cela, le sable ne se soulève qu'en un point précis, et justement dans l'angle où le capot se rabat. Venons-en maintenant à l'une des questions les plus connues de tout le débat lunaire, celle des drapeaux qui flottent dans le vide. Sur les vidéos de la mission Apollo, en fait, on voit souvent le drapeau américain qui flotte. Mais il est extrêmement difficile de savoir s'il le fait parce qu'il a pris un courant d'air ou seulement parce qu'un des astronautes a touché son manche. De fait, les Mythbusters ont fait une expérience dans une chambre à vide pour démontrer qu'en l'absence totale d'air aussi, un drapeau peut parfaitement continuer d'osciller pendant quelques instants. This is flag waving test in a vacuum. And stop. Oh, definitely. Hey, It's moving a lot. so in the vacuum, the flag moved, not just a little bit. It actually moved quite a bit. So that proves you don't need wind in order to move the flag in a vacuum. Mais ce sont ensuite les Mythbusters eux-mêmes qui ouvrent le débat en lançant ce challenge. So unless someone finds a shot of the flag flapping without an astronaut manipulating the flagpole, it's myth busted. À moins que quelqu'un ne décèle un drapeau qui ondule sans que l'astronaute ne touche son axe, ont-ils dit. Eh bien, des situations où le drapeau ondule sans que personne ne l'ait touché, nous en avons trouvé au moins 3. La première est extraite d'une séquence TV sur Apollo 15. Ici, un astronaute se fait prendre en photo par son collègue à côté du drapeau américain. Voici une image de la scène. Et ceci est la caméra montée sur le rover qui filme la scène en direct. Ensuite, l'astronaute sort du champ sur la gauche. Après quelques secondes, un des deux astronautes repasse devant la caméra en se dirigeant vers le LEM. Mais après son passage, on voit osciller le drapeau sans que personne ne l'ait touché. Revoyons ça. Certains des bunkers ont avancé que l'astronaute avait touché le drapeau avec son coude au moment où il passait à côté. Mais il suffit de faire un petit exercice de triangulation tout simple avec la photo pour voir que cela n'est pas possible. En effet, pour remplir le cadre à ce point, de la tête jusqu'aux hanches, il faut que l'astronaute passe environ à mi-chemin entre le drapeau et la caméra. La distance est évidemment bien trop grande pour que l'astronaute puisse effleurer le drapeau avec son coude. D'autres des bunkers, comme Attivissimo, acceptent le fait que l'astronaute n'a pas touché le drapeau, mais suggèrent que c'est une sorte de charge électrostatique qui le fait osciller. Questo è un momento misterioso. L'astronauta non ha toccato la bandiera ma oscilla. Perché? La teoria che circola fra gli addetti ai lavori è che ha un effetto elettrostatico, come quello che si ottiene quando si sfrega un maglione con una bacchetta di plastica o di vetro. Mais comme nous l'avons déjà vu, dans la partie illuminée de la Lune, il ne peut pas y avoir de phénomène électrostatique, car le vent solaire dissipe immédiatement toute éventuelle charge électrostatique qui aurait pu s'accumuler. En outre, un hypothétique effet électrostatique pourrait au maximum survenir au moment où l'astronaute se trouve juste à côté du drapeau, à l'endroit le plus proche d'effleurement. Alors que, comme nous l'avons vu, la distance entre l'astronaute et le drapeau est relativement grande. Dans tous les cas, si l'on regarde avec attention l'arrivée de l'astronaute dans le champ, on remarque que le drapeau commence à osciller avant même que l'astronaute ne passe devant.
Ceci exclut définitivement l'hypothèse d'une charge électrostatique et aussi celle qui voudrait que l'astronaute ait effleuré le drapeau de son coude. Il semble bien que l'unique explication plausible de cette oscillation soit un déplacement d'air causé par le passage de l'astronaute. Voici un autre cas où le drapeau bouge sans que personne ne l'ait touché. C'est la fameuse scène où les astronautes d'Apollo 16 se photographient l'un et l'autre plusieurs fois en train de sauter près du drapeau planté au sol. Au début, le premier astronaute photographie son compagnon en lui demandant de sauter en l'air tout en faisant le salut militaire. Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. There we go. Ensuite, quand ils échangent les rôles, on voit le drapeau bouger légèrement sans que personne ne l'ait touché. En accélérant et en agrandissant la scène, le mouvement devient encore plus évident. Plus tard, quand le second astronaute a lui aussi fini de prendre des photos, tous deux repassent devant le drapeau en le faisant onduler sans jamais le toucher. Voici la même scène rapprochée et accélérée. Il y a ensuite un cas extrêmement intéressant où le drapeau bouge tout seul, et ce, à plusieurs reprises, alors que les astronautes se trouvent déjà à bord du LEM. Il s'agit de la mission Apollo 14 à la fin de la deuxième promenade lunaire. Les deux astronautes sont en train de se préparer pour entrer dans le LEM quand l'un d'eux se prend les pieds dans le câble de la caméra et la fait tomber à terre. Après quelques secondes, l'astronaute s'approche de la caméra et la remet en position, tandis que son collègue commence à remonter l'échelle du LEM. Après quoi, le premier astronaute se dirige lui aussi vers le LEM pour y remonter. À partir de cet instant-là, personne ne touchera plus à la caméra. Le premier astronaute termine quelques opérations de chargement avec une poulie spéciale, avant de gravir lui aussi l'échelle du LEM. Pendant qu'ils entament les opérations pour refermer le LEM et repartir, la caméra continue de filmer la scène vide. 15 minutes passent, au cours desquelles rien ne se produit. Puis, à un moment donné, sans que personne n'ait pu le toucher, on voit le drapeau qui oscille et entre partiellement dans le champ de la caméra sur le côté droit. Après environ 15 secondes, le drapeau bouge dans le sens inverse et revient à sa position originale. Mais après 20 secondes, à nouveau, le drapeau entre dans le champ, comme s'il y avait un léger courant d'air qui le faisait se déplacer. Le drapeau reste visible pendant environ une demi-minute et disparaît à nouveau. Passe encore 2 minutes avant que le phénomène ne se produise une troisième fois. Le drapeau entre dans le champ de la caméra et disparaît, puis il revient dans le champ en oscillant avant de disparaître définitivement de notre vue. Comme nous l'avons dit, les astronautes sont déjà remontés à bord du LEM et il n'y a plus personne qui puisse toucher le drapeau. En outre, si l'on prend comme point de référence cet objet clair, nous voyons que le cadre ne se déplace pas de droite à gauche, mais reste toujours fixe. Ce n'est donc pas la caméra qui s'est déplacée, c'est vraiment le drapeau qui oscille, entrant et sortant tout seul du champ de la caméra. Certains débunkers ont suggéré que les oscillations du drapeau étaient dues aux émissions de gaz provenant du module lunaire durant la phase de dépressurisation. Mais cette explication ne tient pas, et ce pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, le gaz, une fois expulsé, se perdrait immédiatement dans le vide et ne serait pas en mesure de créer la turbulence nécessaire pour faire bouger le drapeau. Ensuite, comme nous l'avons vu, le drapeau entre toujours dans le cadre en se déplaçant de droite à gauche, c'est-à-dire qu'il va vers le LEM avant de s'en éloigner par la suite. Et donc en aucun cas, des gaz émis par le LEM ne pourraient attirer le drapeau en direction du module lunaire. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pouvez-vous nous expliquer ce qui peut freiner et maintenir en l'air des particules de sable les plus légères en formant ces petits nuages de poussière qui ensuite retombent au sol ? Puisque le drapeau commence à bouger avant même que l'astronaute ne passe devant, ce qui exclut la possibilité d'un effet électrostatique aussi bien que celle d'un contact physique. Pouvez-vous suggérer quelque chose de différent d'un déplacement d'air pour expliquer l'oscillation du drapeau ? Étant donné que le drapeau bouge par 2 fois sans jamais être touché par personne, pouvez-vous nous dire ce qui cause l'oscillation du drapeau ? Étant donné que les astronautes se trouvent dans le LEM depuis au moins 15 minutes et que personne d'autre ne peut avoir touché le drapeau, pouvez-vous nous suggérer quelque chose d'autre qu'un déplacement d'air pour expliquer les différentes oscillations de ce drapeau ?
Venons-en maintenant à l'un des aspects les plus connus et débattus de toute la question lunaire, les photos des missions Apollo. Pour les analyser en détail, nous nous sommes appuyés sur l'expérience de plusieurs photographes de renommée mondiale qui ont travaillé pour les revues les plus prestigieuses du monde. Ce sont tous des photographes qui exerçaient déjà leur profession dans les années 70 et qui utilisaient quotidiennement les mêmes appareils photo et les mêmes pellicules que ceux utilisés par la NASA pour les missions Apollo. Nous vous les présentons brièvement. Tony Thorimbert, reporter, portraitiste, photographe de mode bien connu. À partir des années 70, il a travaillé pour les revues les plus prestigieuses en Italie et dans le monde. Thorimbert a aussi signé plusieurs livres de photos et a fondé une photo factory où il tient régulièrement des séminaires sur les techniques photographiques. Ses œuvres ont été montrées dans plusieurs expositions photos dans le monde, parmi lesquelles la Biennale de Venise et la Triennale de Milan. Aldo Falai, photographe de mode connu avec plus de 40 ans de carrière internationale. À partir des années 80, il fut le photographe officiel de Giorgio Armani. Avec son style sobre et raffiné, Falai a contribué à définir l'image de la mode qui a caractérisé pendant plusieurs décennies la ligne Armani dans le monde entier. Falai a publié plusieurs livres de photos et ses clichés ont fait l'objet de nombreuses expositions qui lui ont été consacrées. Oliviero Toscani, photographe de mode connu dans le monde entier. À partir des années 70, il a littéralement révolutionné l'image de la mode avec son style anticonformiste. En plus d'avoir travaillé toute sa vie pour les plus grandes revues du monde, Toscani a signé quelques-unes des campagnes publicitaires les plus débattues et révolutionnaires de leur époque, comme celles de Benetton, de Fiorucci et de Jesus Jean. Peter Lindbergh. Au sommet depuis plus de 40 ans, Lindbergh a commencé à être connu dans les années 80 pour avoir découvert et lancé sur la scène mondiale celle que l'on a appelée les supermodèles, l'équipe composée de Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatiana Pattis, Kate Moss, Christy Turlington, qui ont dominé la scène de la mode internationale dans la dernière décennie du XXe siècle. Lindbergh est le seul parmi les professionnels de la photo à avoir été appelé pas moins de 3 fois pour réaliser le prestigieux calendrier Pirelli en 1996, en 2002 et en 2017. Photographe préféré de nombreuses stars du cinéma, de Charlotte Rampling à Penelope Cruz, de Uma Thurman à Nicole Kidman, Lindbergh est aujourd'hui considéré tout simplement comme l'un des plus grands photographes au monde encore vivant. L'auteur de ce film, Massimo Mazzucco, a également travaillé plus de 20 ans comme photographe de mode, collaborant avec d'importantes revues en Italie, aux USA, en Allemagne ou encore en Australie. Mais avant d'affronter en détail les photos lunaires, il nous semble utile de nous débarrasser de certains faux arguments utilisés encore aujourd'hui pour essayer de prouver que l'homme n'a pas marché sur la Lune. L'une des erreurs les plus courantes parmi ceux qui contestent les photos lunaires est d'affirmer que les images des missions Apollo sont fausses parce que dans le ciel, on ne voit pas d'étoiles. Il est au contraire tout à fait normal qu'on ne les voit pas, dans tous les cas, que les photos aient été prises sur la Lune ou qu'elles aient été réalisées sur Terre en studio. Les diaphragmes et les temps d'exposition avec lesquels les astronautes ont pris ces photos étaient écrits directement au dos de leur appareil photo. Un diaphragme entre 8 et 11 pour une illumination en plein soleil, temps d'exposition 1/250e de seconde. Tous ceux qui ont pris des photos de nuit avec les anciens appareils photo à pellicule savent bien qu'à 1/250e, il est impossible de capturer la lumière des étoiles. Si l'on veut voir les étoiles, il faut allonger le temps d'exposition d'au moins 1 seconde, voire 2 ou même 4 secondes. Quando leggevo, dice ma non ci sono le stelle, dicevo ma questo non ha mai fatto le foto, le stelle non si vedrebbero mai, perché sono in confronto alla zona, questi fotografi sono molto meno luminose, quindi il cielo risulterebbe sicuramente un nero profondo. Il est donc normal qu'on ne voit pas les étoiles sur les photos des missions Apollo, qu'elles aient été prises sur Terre ou bien sur la Lune. Un autre argument fallacieux, souvent utilisé pour dire que les photos sont des faux, est celui concernant ce qu'on appelle les fiducials, ces fines croix de référence qui apparaissent sur toutes les photos prises sur la Lune. Il existe des cas, soutiennent certains, où la croix semble disparaître derrière l'objet photographié. Puisque les croix sont gravées sur une vitre placée devant la pellicule, elles devraient toujours être visibles, et leur absence, d'après certains, serait une preuve de la manipulation des photos lunaires.
En réalité, si l'on observe les originaux en haute définition de la NASA, on voit que les croix sont toujours là. Dans certains cas, leur contour est effacé par l'effet de contre-jour des objets plus clairs sur le fond, mais la croix ne disparaît jamais entièrement de l'image. Ni l'absence d'étoiles dans le ciel, ni l'apparente disparition des croix de référence ne peuvent être considérées comme des preuves de la falsification des photos lunaires. Venons-en maintenant au véritable problème posé par les photos lunaires. Tout d'abord, on peut se demander si les pellicules qui contiennent les photos de la Lune ont réellement été sur la Lune. Sur ces pellicules, en fait, il manque les signes qui devraient être ceux des dégâts causés par la radioactivité présente dans l'espace cosmique. L'espace cosmique, au-delà des ceintures de Van Allen, est traversé de radiations de toutes sortes. Il y a les éruptions solaires qui éjectent des particules alpha, des protons et des électrons à 2000 km/s. Et puis, il y a les rayons ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma et les rayonnements cosmiques qui proviennent du cœur de notre galaxie et qui sont les plus dangereux et pénétrants de tous. Comme l'explique ce documentaire sur les rayons cosmiques, le fait que ces particules soient quasi inarrêtables est dû à leur vitesse extrêmement élevée. The key to cosmic rays' transformational energy is speed. So even if it has really tiny mass, like most cosmic rays, they've got enormous velocity. So their kinetic energy can be really, really large. These charged particles could hurtle right through a spaceship and penetrate astronauts like tiny ballistic missiles. Naturellement, si les rayons cosmiques peuvent pénétrer les vaisseaux, ils peuvent également pénétrer les appareils photo. Et toutes les radiations, comme on le sait, abîment considérablement les pellicules photo. C'est Douglas Arnold qui nous l'explique. Il a travaillé pour Kodak au temps des missions Apollo. You have an enormous amount of radiation in space, and potentially it affects film, of course, and of course, as you will well know, its prime effect is on contrast. Un exemple extrême nous vient des photos de Tchernobyl. C'est Igor Koskin qui nous le raconte, un photographe soviétique qui a pris certaines des photos les plus connues du désastre nucléaire de 86. I processed my pictures and I noticed the negatives were black. Les effets de la radioactivité sont clairement visibles sur la pellicule. Il y a une granulation dans l'émulsion photographique et les couleurs sont fortement altérées. Mais même des radiations moins fortes peuvent endommager sérieusement les pellicules photo. Ce bulletin technique de chez Kodak montre les dégâts causés à des pellicules par un simple passage aux rayons X des scanners des aéroports. À gauche, un cliché original, et à droite, la même pellicule après avoir été exposée une fois seulement au scanner. Après 5 passages, la pellicule est complètement altérée et on a du mal à distinguer l'image. C'est un problème que les photographes professionnels ne connaissent que trop bien. Te prova a passare una pellicola ai raggi X di un aeroporto, pigli e butti via il lavoro. Infatti quando si andava a fare viaggi ci aveva la valigetta a parte oppure schermata col piombo. Voici un autre exemple avec une pellicule de 400 ASA. La différence après un seul passage est évidente. Les contrastes et la saturation des couleurs disparaissent et une espèce de brouillard général recouvre toute la surface de l'image. Même avec des sensibilités plus proches de celles utilisées par les astronautes d'Apollo, les dégâts causés par un seul passage sous un scanner sont visibles. La granulation est présente partout et devient particulièrement visible dans les zones les plus sombres de l'image. Voici un autre exemple, à 200 ASA. Un seul passage au scanner a complètement abîmé la zone d'ombre du ciel nocturne. Sur les photos des missions Apollo, à l'inverse, les ciels sont parfaitement noirs. La saturation des couleurs est intacte et il n'y a aucune granulation nulle part sur les photos. Et il faut prendre en compte le fait que les photographies lunaires ont été exposées aux rayons cosmiques qui sont bien plus puissants et pénétrants que de simples rayons X. Dans ce film des années 60, on nous montre comment les radiations cosmiques laissent des traces bien visibles sur les pellicules photos. Well, we don't get a picture in the conventional sense, but the charged particles do leave identifying tracks behind. Here's an exposure which was made on a balloon flight. It shows a primary cosmic ray particle hitting a nucleus in the film emulsion. Also, you see an enlarged photograph of one of these emulsion plates. Il faut garder à l'esprit que cette expérience est faite avec un ballon aérostatique et que nous sommes donc en dessous des ceintures de Van Allen.
à une altitude où une petite partie seulement des rayons cosmiques parvient à pénétrer. Sur la Lune, au contraire, la protection de la magnétosphère n'existe pas, et la quantité de rayons cosmiques pouvant affecter les pellicules autant que les êtres humains est bien supérieure. Le docteur David Groves, expert en analyse photographique, nous l'explique. We're protected on Earth by a nice thick atmosphere, and that combined with the magnetic field keep these ionizing particles away from us. On film, of course. In space, you're not offered that protection. De fait, grâce aux sondes qui ont exploré la Lune dans les dernières décennies, nous sommes en mesure de quantifier avec une certaine précision le flux de particules radioactives présentes dans l'espace. Dans ce document publié par la NASA, on peut lire « Le flux de rayons cosmiques annuel sur la superficie lunaire durant le minimum d'activité solaire comporte une quantité de particules qui se traduit par environ 4,5 particules par seconde et par centimètre carré. » Ce document, également publié par le National Council on Radiation Protection, propose un chiffre similaire. 4 particules par centimètre carré chaque seconde pendant le minimum d'activité solaire. Ce flux peut se réduire de presque 4 fois pendant les pics d'activité solaire. Sur la Lune, nous avons donc un flux moyen qui peut varier entre 1 et 4 particules radioactives par seconde et par centimètre carré. Une véritable pluie de rayons cosmiques, en somme, capable de traverser n'importe quel objet qui se trouve sur leur route. En évaluant la durée pendant laquelle les appareils photo sont restés à la surface de la Lune, sans aucune protection contre les radiations, jusqu'à 8 heures d'affilée, chaque rouleau de pellicule aurait dû recevoir des dizaines de milliers d'impacts de rayons cosmiques et subir leurs dégâts de façon bien visible. Au lieu de cela, les images prises par les astronautes sur la Lune ne montrent aucune trace de dégâts causés par la radioactivité. Les couleurs sont parfaites, les contrastes impeccables et il n'y a aucun signe de granulation dans l'émulsion. Ce fait apparemment inexplicable nous est commenté par Douglas Arnold et David Groves. If you look at the results, top quality duplicates, you can see that there appears to be no effect whatsoever. I would expect to see on the transparencies evidence of small bright dots where a high-velocity nuclear particle had impinged on that film. I have no evidence whatsoever that this has occurred. Mais comment cela est-il possible ? Au fond, c'est la NASA elle-même dans ce document du projet Skylab qui écrit « Le milieu radioactif rencontré lors des missions orbitales a été étudié à fond. Les résultats indiquent que la radioactivité ambiante peut sérieusement endommager les pellicules non protégées. » Et plus loin, le niveau d'énergie des rayons cosmiques intergalactiques est si élevé qu'il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques. Ce facteur de dégradation doit être accepté, et même s'il est significatif, il ne devrait pas être inacceptable pour des périodes brèves d'exposition avec des pellicules de sensibilité relativement basse. Donc, étant donné que, d'après la NASA, il n'existe aucune méthode pratique pour se protéger des dégâts dus aux radiations cosmiques et que ce facteur de dégradation doit être accepté, où peut-on voir des dégâts significatifs mais acceptables qui auraient dû affecter les pellicules des photos? Étant donné que ceci est le résultat de l'impact des rayons cosmiques sur une pellicule à l'intérieur de la magnétosphère, où les radiations sont atténuées par rapport à l'espace ouvert, pourquoi sur les photos lunaires ne voit-on aucun dommage créé par ces radiations? Étant donné que ceci est le résultat d'un simple passage sous un scanner à rayons X, pouvez-vous expliquer pourquoi sur les pellicules photos des missions Apollo qui sont restées exposées jusqu'à 8 heures aux radiations, on ne distingue aucun signe visible de granulation? Vu que chaque seconde, la surface lunaire est frappée en moyenne par 1 à 4 particules par centimètre carré, et que les appareils photos sont restés sur la surface lunaire jusqu'à 8 heures consécutives sans aucune protection, pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a aucun signe de dégradation sur ces pellicules? Une autre question à se poser est comment les appareils photo auraient pu fonctionner sur la Lune du fait des températures extrêmes, surtout le froid, que l'on rencontre à la surface de notre satellite. En réalité, sur la Lune, étant donné qu'il n'y a pas d'atmosphère pour atténuer la transition entre soleil et ombre, on peut passer rapidement d'une température de plus 100 degrés dans les zones illuminées par le soleil à une température de moins 100 degrés dans les zones d'ombre. In space, you're facing the sun, it's 240 degrees. The dark side is 240 degrees below zero. The environmental hazards were really tough, like thermal control. I mean, you get in the shadow of the moon and it can drop
hundreds of degrees below zero. Mais comment un appareil photo, dont les délicats mécanismes d'entraînement sont sujets à la dilatation et à la contraction thermique, peut-il continuer à fonctionner dans des conditions aussi extrêmes? Prenons l'exemple de la descente de Neil Armstrong sur la surface lunaire. Entre le moment où la cabine est dépressurisée et la porte ouverte, et celui où Armstrong touche la surface lunaire, il se passe environ 30 minutes. L'intégralité de la descente de l'astronaute se déroule dans le cône d'ombre du LEM, et donc à une température avoisinant les 100 degrés en dessous de zéro. Une fois qu'Armstrong a foulé la surface lunaire, son compagnon lui passe d'en haut l'appareil photo. Armstrong le fixe sur son buste, avant de faire quelques pas en arrière et de prendre une première série de photos, tout en restant en permanence dans l'ombre du LEM. Voici la vue panoramique complète réalisée en restant toujours dans le cône d'ombre du module lunaire. Mais comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner dans un environnement proche de 100 degrés en dessous de zéro? Nous savons que les appareils photo se bloquent déjà à une température beaucoup moins extrême à cause du phénomène de la contraction thermique qui se produit sur ces délicats mécanismes internes d'entraînement. Gli ingranaggi meccanici della macchina a 100 gradi sotto si bloccano, perché il metallo si restringe e il metallo si dilata. Quindi le macchine fotografiche sono fatte a ingranaggi meccanici. Io non sono mai stato a 100 gradi sopra e 100 gradi sotto, però sono stato a 40 gradi sotto in Manciuria e mi si bloccava la macchina. Quando andavo in montagna mi toccava mettere tutti i materassini addosso, perché sennò non funzionava, insomma. Non funzionava proprio la meccanica, perché i metalli si modificano col calore, cioè la dimensione anche, sono millimetri. Decimi di millimètre, però per una macchina complessa, una macchina fotografica. Dans cette vidéo promotionnelle d'Audi, qui projette d'envoyer une sonde automatique sur la Lune, il est bien expliqué comment, après seulement 10 minutes passées dans une zone d'ombre, les pièces mécaniques du véhicule lunaire risquent de se bloquer. Another danger to look out for, shadows, which could instantly damage the rover. That's because of the moon's extreme changes in temperatures and lack of atmosphere. The rover is made from different materials, all of which expand and contract when their temperature changes. If the rover were to drive into a shadow, it could cool down to 50% of its normal temperature in under 10 minutes. This could lead to parts contracting too fast and ultimately render the rover immobile. Du fait de l'absence d'atmosphère sur la Lune, la dispersion de chaleur se produit à travers le phénomène de l'irradiation. Et nous savons que l'appareil photo d'Armstrong est resté à 100 degrés en dessous de zéro pendant environ 30 minutes. Cette communication par radio nous confirme que 35 minutes sont passées depuis que la cabine a été dépressurisée et que la trousse de survie des astronautes, appelée PLSS, a été activée. Ce graphique également, qui retrace la chronologie des opérations menées sur la surface lunaire, montre qu'environ 30 minutes se sont écoulées entre la dépressurisation et le moment où Armstrong prend possession de l'appareil photo. L'appareil photo a donc eu tout le temps nécessaire pour irradier et disperser autour de lui une bonne partie de la chaleur accumulée pendant son séjour dans la cabine pressurisée. Comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner après être resté plus d'une demi-heure dans un environnement à 100 degrés en dessous de zéro, sans subir les conséquences de la contraction thermique de ces mécanismes d'entraînement? Question. Si les techniciens de Audi craignaient le blocage complet des pièces mécaniques de la sonde après seulement 10 minutes passées dans l'ombre lunaire, comment un appareil photo peut-il continuer à fonctionner après être resté dans l'ombre plus d'une demi-heure, alors que ces mécanismes sont bien plus précis et délicats que ceux d'un véhicule lunaire? Un autre problème lié au froid est qu'à des températures aussi basses, la pellicule perd toute sa souplesse et devient rigide au point de pouvoir se briser lors de son entraînement. Même si elle se trouve dans le vide, en fait, la pellicule touche le corps de l'appareil tout le long de son parcours. Par conséquent, si l'appareil photo irradie et perd progressivement sa chaleur, la température de la pellicule descend elle aussi à la même vitesse. Et nous savons que les pellicules photo, en dessous d'une certaine température, deviennent fragiles comme du verre. Il problema è che la pellicola a meno 80 diventa cristallo, si rompe. Nel momento in cui carichi si spezza. Quindi non puoi avanzarla? Molto improbabile, cioè è stato sempre uno dei grossi problemi di lavorare all'estremo freddo, è che la pellicola diventa vetro.
Il freddo è micidiale. Io mi ricordo in Russia a meno 26 si combatteva che non si spezzasse la pellicola ed era meno 26. E la pellicola a meno 40 cosa succede? E la pellicola teoricamente non dovrebbe funzionare, però se ha funzionato sono stati fortunati. Venons-en maintenant à des problèmes spécifiques qui concernent le type d'éclairage utilisé pour les photos lunaires. Il existe en fait plusieurs indices suggérant que pour éclairer le décor, une source artificielle de lumière a été utilisée et non le Soleil, et que par conséquent nous sommes sur Terre et non sur la Lune. Le premier de ces indices est ce que l'on appelle les points chauds ou hotspots. Le Soleil est une gigantesque et puissante source de lumière, capable d'éclairer avec ses rayons des planètes tout entières. Pour cette raison, quand le Soleil éclaire une vaste zone plane, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Que l'on regarde une zone proche ou au contraire une zone lointaine, la luminosité du sol est pratiquement la même partout. Cela est dû au fait que le Soleil est des milliers de fois plus grand que la Terre et qu'il n'a aucun mal à éclairer n'importe quelle partie de la surface terrestre. Si à l'inverse, on utilise une source de lumière artificielle, par exemple un projecteur de cinéma, la zone éclairée sera beaucoup plus réduite. Au centre de la zone éclairée, on verra en outre se former ce qu'en photographie nous appelons un hotspot ou point chaud. Tandis que plus on s'éloigne du centre, on peut constater visuellement une baisse de la lumière, appelée aussi fall off. Maintenant, si l'on prend certaines photos des missions Apollo, on remarque que le même phénomène constaté sur les photos prises avec de la lumière artificielle est bien présent. Un point chaud, bien visible au centre de l'image, et une tout aussi visible baisse d'intensité lumineuse à mesure qu'on s'éloigne de la zone éclairée. Il n'y a aucune raison pour que cette région-là apparaisse plus sombre que celle-ci. Celle-là plus sombre que celle-ci, ou encore celle-là plus sombre que celle-ci. Comme nous l'avons vu, en fait, quand le Soleil éclaire une vaste zone de terrain, la lumière parvient avec la même intensité sur l'ensemble des points visibles. Si à l'inverse, pour l'éclairage, nous utilisons une lumière artificielle, voilà que la zone illuminée devient plus claire au centre et plus sombre à mesure qu'on s'en éloigne. Un cas évident de point chaud est présent sur l'une des photos les plus connues de la NASA, celle de Buzz Aldrin réalisée par Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11. Ici, la différence d'illumination du terrain se voit à l'œil nu, mais en augmentant le contraste, cela devient parfaitement évident. Nous avons demandé son avis sur cette photo à Jan Lundberg, le responsable de la société Hasselblad qui a fourni à la NASA les appareils photo pour les missions Apollo. Quand nous lui avons montré la photo d'Aldrin, il a dû reconnaître un peu embarrassé que l'image semblait avoir été prise avec un projecteur de cinéma, et il n'a pas su fournir d'explication alternative. Yes, it seems like he's standing in the spotlight, and I can't explain that. That escapes me. Why? So maybe you have to find Armstrong and ask him. D'autres photographes professionnels sont également surpris de ces différences de lumière tout à fait inexplicables. È chiaro che qua c'è una caduta di luce strana. Il sole arriva così, ma è strano che qui sia più buio che lassù, sembra un riflettore messo non centrato bene. Anche qui, che strano, perché sta sorgente luminosa. Sembra ci sia una lampada con attorno un riflettore, tipico delle lampade da studio. La scurezza della parte scura di qua, della parte in ombra qua,
è superiore alla parte in ombra qua. E non dovrebbe essere. E non dovrebbe essere uguale. Qui effettivamente ci si domanda cos'è che crea questa fascia di ombra, perché in teoria è un deserto e quindi sì, anche qui no, perché è più scuro qui, sembra come che non c'è motivo che queste colline sia, perché il sole è a milioni di chilometri, sì, potrebbe essere lo scuro dovuto, diciamo, al fatto che il sole sta tramontando, è radente, ma radente fa delle ombre semmai più lunghe, ma non questo tipo di ombra. Se fossimo in una sala di posa o se avessimo puntato un grande faro in questa scena, per quanto grande sia il faro non può mai avere una luminanza come quella naturale del sole e quindi per forza si creano delle cadute di luce. In studio hanno molto senso, in effetti diciamo in studio questo è giustificabilissimo, però qui non ha molto senso, dovrebbe essere piattamente, uniformemente illuminato dal sole. Sì, e le cadute qua sono pazzesche. It's very funny, that is totally spotlight. But it's totally spotlit, no? It's not like at all a big light coming over there. Yeah, that is funny. You know, that is like totally lit. It's absolutely true. And I know these pictures, I've never thought about it. Almeno è più scuro il terreno in lontananza. Sì. E non si capisce perché. Non si capisce perché. Il sole dovrebbe illuminare il terreno. Tutto da tutte le parti, è all'infinito la luce praticamente, no? E sono illuminate queste cose qui, il terreno dovrebbe essere illuminato come qui. infatti. Solito discorso. Dà la sensazione di uno spot. Qui, sì. Proprio un sirio, ecco. Un grande sirio. Un sirio, pour ceux qui ne sont pas du métier, est un gros et puissant projecteur de cinéma. Et curieusement, dans un documentaire sur les missions lunaires, il a été réalisé une image très similaire en utilisant un projecteur de cinéma. Et comme on peut le voir, le résultat est très très proche de celui de la photo originale d'Aldrin. D'après Paolo Attivissimo, il y aurait pourtant une explication tout à fait différente à la chute de luminosité dans le fond. C'est le moteur du LEM qui, en éjectant au loin la poussière pendant l'alunissage, aurait fait émerger au premier plan une couche de sable plus claire que la normale. Non è l'orizzonte del terreno lontano a essere più scuro, è quello il suo colore naturale, è la parte in primo piano che è stata pulita dal getto e quindi ha portato in superficie o ha esposto del materiale più chiaro. Mais l'hypothèse d'Attivissimo ne tient pas, et ce pour au moins deux raisons. La première est que le phénomène des points chauds se produit au cours de missions et de situations différentes, certaines d'entre elles se passant bien loin du LEM et des lieux d'alunissage. Il n'est guère probable que le LEM soit passé nettoyer le terrain avec soin dans toutes ces zones avant de se poser sur le sol lunaire. La seconde raison est que la NASA elle-même a démenti le fait que le sable sous-jacent sur la Lune soit plus clair qu'en surface. Et c'est même, d'après eux, exactement le contraire. Dans un rapport sur les missions Surveyor, publié en 1969, la NASA écrit « L'observation de l'échantillon de surface lunaire remué par l'atterrissage et le décollage de la sonde Surveyor 6 montre que le terrain lunaire, même à une profondeur de seulement quelques millimètres, a un facteur moyen de luminance significativement plus bas que la surface qui n'a pas été dérangée. » En d'autres termes, le sable déplacé par le souffle du LEM devrait être au pire plus sombre que celui resté intact, mais certainement pas plus clair comme l'affirme Attivissimo. Une autre hypothèse suggérée par les débunkers pour expliquer la luminosité irrégulière du terrain consiste à attribuer la baisse de luminosité à ce que l'on appelle le vignettage, c'est-à-dire le phénomène qui se produit sur certaines photos où les angles apparaissent plus sombres que le reste de l'image. Mais le problème du vignettage est un défaut qui se produit avec les objectifs à bas coût, et certainement pas avec les lentilles Zeiss montées par Hasselblad, qui sont tout simplement les meilleures au monde. Alcuni hanno suggerito che sia un problema di vignettatura, secondo te può esserlo? No, se l'Hasselblad la vignettatura scherziamo, non la fa. Quindi, fosse una macchinetta da addolire, sì, ma... De plus, sur certaines photos, on voit bien que la différence entre le point chaud et le fall-off se produit au centre de l'image,
comme c'est le cas pour cette image reflétée dans la visière de l'astronaute. Et puisque le phénomène du vignettage ne se produit jamais au centre de l'image, nous pouvons affirmer avec certitude que nous sommes devant un phénomène bien réel qui est advenu sur le terrain et non à cause d'un défaut de vignettage. Stranamente, il sole viene da questa parte e qua è più luminoso, come se arrivasse a illuminare questa zona e meno questa. This is supposed to come from the sun. Yes, the sun the sun behind. This is the photographer. The most ridiculous thing, because there's absolutely no reason that it's darker here and there's thick. It's when you have a spot which is not strong enough. Right. Come here, really. Yeah. Voici un autre exemple similaire dans lequel le problème de l'illumination se manifeste de façon évidente. Si nous regardons de chaque côté de l'astronaute qui prend la photo, nous voyons que sur la gauche, le terrain est fortement éclairé, alors que sur la droite, l'illumination est beaucoup moins importante. Si la scène était vraiment illuminée par le soleil, cette zone de terrain devrait être exactement comme celle-là. Enfin, comme explication possible, certains ont également suggéré le phénomène appelé Heiligenschein, un halo lumineux qui se forme autour de l'ombre du photographe dans certaines conditions particulières du terrain. Mais l'effet Heiligenschein se produit seulement quand le soleil se trouve exactement dans le dos du photographe, selon un axe parfait avec l'objectif qui capture l'image. C'est pour cette raison que le halo lumineux, qui est dû à un phénomène de rétro-réflexion du terrain, apparaît précisément autour de son ombre. Mais comme nous l'avons vu, la plupart des points chauds sur les photos de la NASA apparaissent lorsque la source de lumière est de côté par rapport au photographe et non dans son dos. Question. Étant donné que le Soleil devrait illuminer tout le terrain avec la même intensité, que ce soit le plus proche ou le plus éloigné, pouvez-vous expliquer pourquoi il existe une telle baisse de luminosité sur de nombreuses photos des missions Apollo? Dans ce cas particulier, la baisse de luminosité se produit précisément au centre de l'image, excluant ainsi le phénomène de vignettage. Et avec la source de lumière sur le côté, on exclut aussi l'effet Heiligenschein. Pouvez-vous nous dire à quoi est due l'évidente chute de luminosité que l'on peut remarquer sur le terrain, juste derrière l'astronaute qui prend la photo? Un autre problème rencontré dans certaines photos lunaires est la direction des ombres, qui devraient être parallèles entre elles si elles étaient générées par le Soleil et qui sont au contraire inexplicablement divergentes. Du fait de l'énorme distance qui nous sépare du Soleil, toutes les ombres générées sur Terre par les rayons du Soleil sont parallèles entre elles. Nous pouvons bien entendu les voir comme parallèles, divergentes ou convergentes, selon l'angle avec lequel nous les photographions. Si nous prenons une photo avec le Soleil dans le dos, les ombres semblent converger au fur et à mesure qu'on s'éloigne du photographe. Si à l'inverse, nous prenons une photo avec le Soleil en face, les ombres sur le terrain semblent diverger. Cela est dû au phénomène de la perspective. En réalité, les ombres sur le sol sont toujours parallèles. C'est nous qui les voyons converger ou diverger parce que nous les photographions le long de l'axe vertical de l'image. Si au contraire, nous prenons une photo avec le Soleil de côté à 90 degrés par rapport à nous, nous verrons que les ombres au sol restent toujours parallèles entre elles. La même chose exactement se produit avec les rails de train, qui semblent converger si on les prend le long de l'axe vertical de l'image, mais qui restent parfaitement parallèles si on les prend le long de l'axe horizontal. Pourtant, sur certaines photos des missions Apollo, et de façon inexplicable, les ombres divergent entre elles, même si le Soleil est de côté par rapport au photographe. Voici l'exemple le plus connu de tous. À en juger par l'ombre du LEM, le Soleil devrait se trouver à presque 90 degrés sur notre gauche. Malgré cela, les ombres des rochers au premier plan ne sont pas du tout parallèles à celles du LEM, mais divergent clairement par rapport à celles-ci. Cela est théoriquement impossible. Comme nous l'avons vu, avec le Soleil de côté, les ombres sont obligatoirement parallèles entre elles. Si au lieu du Soleil, nous utilisons une lumière artificielle en la plaçant beaucoup plus près des objets photographiés, alors les ombres divergent entre elles, même si la source lumineuse est sur le côté. Cela est évidemment dû au fait que la proximité de la source de lumière crée une forte angulation avec les objets photographiés. Mais avec le Soleil, qui est une source de lumière infiniment éloignée, alors les ombres restent parallèles. Revenons maintenant aux images de la NASA. Si les ombres divergentes sont inexplicables s'il s'agit de lumière solaire.
On le comprend tout à coup si nous prenons l'hypothèse d'une source de lumière artificielle située près du bord externe de l'image. Nous parlons d'une situation plus ou moins comme celle-ci. Ceci est le décor de la série télévisée De la Terre à la Lune. Comme on le voit, la puissante source de lumière, placée de côté pour imiter le Soleil, produit des ombres qui divergent clairement les unes par rapport aux autres. Cela est dû, comme nous l'avons dit, à la proximité de la lumière par rapport aux objets photographiés. Dans le cas des photos de la NASA, en fait, il suffit de prolonger la direction des ombres à rebours pour découvrir que dans ce cas aussi, la source lumineuse se situe juste à l'extérieur du bord gauche de l'image. Il ne peut donc pas s'agir du Soleil, mais bien d'une lumière artificielle. Les Mythbusters ont fait une expérience pour tenter d'expliquer d'une manière ou d'une autre les ombres divergentes sur les photos de la NASA. D'abord, ils ont créé des ombres parallèles sur le sol, puis ils ont commencé à modifier la topographie, insérant des monticules et des petites vallées, jusqu'à faire diverger les ombres des objets pris en photo. Mais les Mythbusters commettent là une erreur fondamentale. Au lieu d'utiliser le Soleil, ils ont utilisé eux aussi une lumière artificielle. Leur expérience n'a donc absolument aucune valeur. Dans le meilleur des cas, ils ne démontrent rien, et au pire, ils démontrent même que la NASA a effectivement utilisé de la lumière artificielle exactement comme ils l'ont fait eux-mêmes. D'autres sites de debunking ont essayé de soutenir la même thèse, en montrant que dans certains cas, les aspérités du terrain génèrent des ombres qui semblent aller dans des directions différentes. Mais ce n'est pas le cas avec la photo de la NASA. Ici, le terrain est pratiquement plat et tous les rochers dans la partie basse, y compris les pierres les plus petites, montrent clairement des ombres pointant dans la même direction. Il ne s'agit donc pas de trouver d'autres photos prises sur Terre où les ombres semblent plus ou moins diverger à cause du terrain, mais d'expliquer pourquoi, sur la photo de la NASA, toutes les ombres mènent à une source lumineuse qui se situe juste en dehors du cadre et que cela ne peut donc pas être le Soleil. Nous avons montré cette même photo aux photographes professionnels. Qui c'è un problema di direzione di ombre, cioè c'è quest'ombra qui che è così e queste qui che sono diagonali così. La domanda qui è, secondo te a che distanza era sorgente, più o meno? A occhio, cioè, può essere il Sole che fa una diagonale? No, perché il Sole essendo lontano non può fare una diagonale. Le ombre devono essere parallele a queste distanze. Lo giustificano se c'è la fonte è qui, non se la fonte è a milioni, non so di quanta distanza c'è tra il Sole e la Luna, ma insomma milioni di chilometri, non so. Perché a quel punto, a quella distanza, la luce praticamente va nella stessa identica direzione. Thornberg possède justement dans son studio une photo qui illustre parfaitement le problème. Così sono le ombre del Sole, cioè maledettamente tutte, diciamo, nella stessa identica direzione. Perché il Sole, vedi, questo è un Sole al tramonto, no? Molto basso, ma vedi come, voglio dire, nonostante la profondità dell'immagine, cioè l'ombra è assolutamente parallela, non può andare questa di qua e questa cominciare ad aprirsi in questo senso, non ha nessun senso, non può essere. Il Sole è comunque lontanissimo, quindi queste ombre che vanno di qua e questa che va di qua non ha senso, vuol dire che il Sole è qua, cioè a qualche metro di distanza. Oh, guarda. No, dovrebbe esserci un palo qua. Se c'è un palo, vabbè, ma se io mi immagino qua un bel crane con un bel ari da 12.000 fa totalmente queste luci qui, cioè quella luce che viene da qua viene qua e quella là va là. Look at the shadows here and the shadow there. Can this be this? No, but they're getting worse and worse, I have to say. Look, you have a picture, it's like one shadow comes from here, one shadow comes from here, and there's only one sun apparently. According to those shadows, where would you place the source more or less? It's here on the left. That's very funny. Because the source should be like here, because that would give a light like this, and that would give this shadow here. Right. But only if it's like a pretty close source. Qui c'è due tipi d'ombre. Questi. Due tipi d'ombre, un'ombra che va per così e un'ombra che va per così. Ma è assurda questa. Qui c'è un'illuminazione che viene da questa parte e qui da questa. Quindi secondo te, giudicando questa foto, dov'è la fonte? Basta fare così, qui, più o meno qui. Quindi
A questa altezza, fra l'altro. Quindi ovviamente non può essere il Sole. No, il Sole è all'infinito, quindi sono parallele. Question. Quand le Soleil se trouve de côté, les ombres sur le terrain doivent être toutes parallèles. Pouvez-vous expliquer pourquoi, à l'inverse, sur cette photo de la NASA, l'ombre du LEM et celle des rochers au premier plan divergent clairement entre elles? Étant donné que cette scène est censée être éclairée par le Soleil, lequel se trouve à des millions de kilomètres, pouvez-vous expliquer pourquoi les ombres sur la photo mènent à une source lumineuse qui se trouve au contraire tout près du bord gauche du cadre de l'image? Étant donné que les photographes interrogés situent la source lumineuse à quelques mètres seulement du bord gauche du cadre, pouvez-vous expliquer comment il peut s'agir du Soleil? Il y a aussi une autre série d'images extraites de la mission Apollo 12 qui suggère l'utilisation d'une lumière artificielle dans le décor. Sur toutes ces photos, on peut voir au sol l'ombre noire de ce qui apparaît comme étant l'astronaute en train de prendre les photos. Mais si nous nous rapprochons de l'une quelconque de ces ombres, on peut remarquer qu'elles sont toutes entièrement entourées d'une espèce de halo gris, comme flou. Cet aspect flou de l'ombre est absolument incompatible avec une ombre projetée par la lumière du Soleil. En effet, notre astre se trouvant à plusieurs millions de kilomètres, il génère sur le terrain des ombres nettes et bien dessinées. Si au contraire, on utilise une lumière artificielle placée à proximité du sujet photographié, alors on obtient une ombre de ce type au contour flou et sans netteté. Quelqu'un m'a suggéré que le halo entourant l'ombre serait simplement dû à une erreur dans la mise au point. Mais ce n'est pas le cas. Si l'on observe en effet le terrain à côté de l'ombre, on voit que l'image est parfaitement nette du point le plus proche au point le plus lointain. Ici, la profondeur de champ est totale. Il ne peut donc pas s'agir d'une erreur de mise au point, mais bien d'une source de lumière qui génère une ombre floue sur le sol et qui ne peut donc pas être le Soleil. If you turn this way, and look at the edge, what does that tell you? I don't know, but it looks very weird. Could that be the sun? Does the sun cast shadows that soft? No, because you see the shadows here, they are absolutely tough, no? Right. Wow. No, indubbiamente l'ombra dovrebbe essere più netta, visto che il sole è lontano. Più lontana la sorgente luminosa e più l'ombra è netta, cioè non è sbarrata. È stranissimo quest'ombra sbarrata. Più la distanza di una, più la fonte è distante e più le ombre sono nette. L'ombra dovrebbe essere netta. Invece è sfumata, quindi questo c'è un velatino sul sole o su... Ma questo è proprio da incompetenti, chi l'ha fatto, perché il sole fa un'ombra netta. Questa sfumatura è eclatante. Quindi è una lampada. Question. Étant donné que le Soleil, situé à des millions de kilomètres de distance, projette nécessairement des ombres nettes et précises sur le sol, pouvez-vous expliquer pourquoi ici, au contraire, l'ombre de l'astronaute est entourée d'un halo flou bien visible? Voyons maintenant le problème le plus important et le plus débattu posé par les images lunaires, celui des photos prises à contre-jour. Quand on prend une photo avec le Soleil en face de nous et que le sujet est dans l'ombre, on dit que la photo est prise à contre-jour. Sur les photos à contre-jour, le sujet qui est dans l'ombre est toujours plus sombre que le terrain ou l'environnement éclairé par le Soleil. Prenons par exemple cette photo prise à contre-jour. Comme on peut le voir, toute la partie du sujet dans l'ombre, autrement dit la cabane, est beaucoup plus sombre que le sable qui l'entoure. La raison est toute simple. Le sable est frappé directement par les rayons du Soleil, alors que la cabane est éclairée seulement par la lumière qui se reflète sur le sable, ce à quoi s'ajoute la réfraction due à l'atmosphère. Il est clair que la lumière reflétée par le terrain est toujours une fraction de celle qui l'éclaire directement. Pour cette raison, il n'est absolument pas possible d'équilibrer la lumière directe et celle reflétée dans une photo à contre-jour. Le terrain éclairé directement par le Soleil sera toujours plus lumineux que le sujet dans l'ombre.
Une des techniques utilisées par les photographes professionnels pour contourner ce problème est d'utiliser un panneau hautement réfléchissant ou réflecteur. Prenons cet exemple. Ici, le photographe prend le modèle en contre-jour. Comme on le voit, le sujet dans l'ombre, c'est-à-dire le modèle, est beaucoup plus sombre que le terrain éclairé par le soleil. Si en revanche, le photographe ajoute un panneau réfléchissant qui renvoie directement les rayons du soleil sur son modèle, voilà que l'on obtient un bon équilibre entre le terrain éclairé par le soleil et le visage qui était dans l'ombre. La différence saute aux yeux. La luminosité du terrain sur le fond reste inchangée, mais la luminosité du modèle est maintenant équivalente à celle du terrain alentour. Voici un autre exemple simple. La lumière du soleil, qui vient de derrière, est reflétée sur ce panneau et va éclairer le modèle qui est dans l'ombre. En faisant ainsi, la luminosité du modèle est parfaitement équilibrée avec celle du paysage dans le fond. Une autre technique pour obtenir l'équilibre entre lumière dans le fond et sujet dans l'ombre est d'utiliser un petit flash. Autrement dit, une source de lumière secondaire qui va aller éclairer directement le sujet dans l'ombre. Dans cet exemple, nous voyons à gauche un cliché pris avec la seule lumière naturelle et à droite un cliché pris avec un flash additionnel. La différence est évidente, à gauche il n'y a aucun équilibre entre lumière et ombre, et à droite si. Mais sans ces artifices, répétons-le, dans les photos prises à contre-jour, il est absolument impossible d'équilibrer la lumière directe du paysage et celle du sujet dans l'ombre. Pourtant sur la Lune, il semble s'être passé quelque chose de miraculeux. Bien que les astronautes sur la Lune n'aient eu à disposition aucun panneau réfléchissant ni flash portable, il existe une série entière de photographies prises à contre-jour où toute la zone du LEM dans l'ombre est malgré tout parfaitement éclairée. Comme on le voit, la luminosité de l'astronaute qui se trouve dans l'ombre est pratiquement égale à celle du terrain dans le fond, qui lui est éclairé directement par les rayons solaires. Non seulement cela serait impossible sur Terre sans l'usage de panneaux réfléchissants, mais ce résultat est encore plus inexplicable sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère présente pour servir de seconde source de diffraction. Autrement dit, alors que sur Terre nous avons à la fois le terrain alentour et l'atmosphère qui reflète la lumière sur le sujet dans l'ombre, sur la Lune, seul le terrain reflète la lumière car le ciel est complètement noir. Et la surface lunaire est notoirement peu réfléchissante étant donné qu'elle ne peut renvoyer seulement que 8% de la lumière qu'elle reçoit. Et en fait, la NASA elle-même, dans ce document de 1964, écrivait « Il y a une caractéristique associée au vide quasi absolu à la surface de la Lune qui pourrait s'avérer très importante pour les photos. Il n'y aura pratiquement aucune diffusion de lumière. Et vu que la surface de la Lune est peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus pleine et complète. » Autrement dit, d'après la NASA, la partie dans l'ombre du LEM aurait dû apparaître plus ou moins comme ceci. Au lieu de cela, nous avons une telle abondance de luminosité qu'on peut voir très clairement les détails, même ceux placés dans les zones d'ombre. Ce photomontage, créé par la NASA en assemblant différents clichés de la même séquence, montre très clairement la situation sur le terrain. La source de lumière étant située derrière le LEM, on ne comprend pas bien ce qui peut avoir illuminé de manière aussi substantielle la partie dans l'ombre du module lunaire. Pourtant, certains débunkers, sans même être des photographes professionnels, insistent pour dire que le reflet sur le sable pourrait fournir suffisamment de lumière pour éclairer la partie sombre du LEM. Conspiracy theorists are saying that the shot had to have been faked using a fill light. Personally, I think it's because the moon's surface is reflective. Pour démontrer cela, les Mythbusters ont fait une expérience à échelle réduite dans le but de reproduire en studio les photographies des missions Apollo. All right, you ready? I'm set. All right, here we go. Taking the photo. Let's see. There it is. Oh, there you go. He's standing full on in the shadow, and you'd think you wouldn't be able to see him. He'd be dark, but he's not. He's in brightest day. With a single light source, with the surface of the same reflectivity as the moon, our astronaut is clearly visible, busting that myth. Mais les Mythbusters ont commis une grossière erreur. Après s'être tant préoccupés de retirer toute source possible de reflets à l'aide du papier noir, ils ont tout simplement oublié d'éloigner celui des deux qui porte une chemise blanche. Naturellement, cette chemise blanche sert d'énorme réflecteur de lumière par rapport à la zone ombragée du LEM. La même expérience, refaite par des photographes russes, montre bien l'importance de la présence d'un vêtement blanc qui reflète la lumière sur l'astronaute.
Dans tous les cas, le problème n'est pas simplement de réussir à voir l'astronaute dans l'ombre. Comme le savent tous les photographes, pour mieux voir dans l'ombre, il suffit d'ouvrir le diaphragme de l'objectif. Le problème ici était d'équilibrer la luminosité de la partie ombragée avec le sol éclairé directement par la source de lumière. En regardant le résultat de plus près, on découvre que les Mythbusters ne sont pas du tout parvenus à équilibrer la luminosité du fond avec celle de l'astronaute. Comme on peut le voir dans ce comparatif, le sable éclairé par le soleil est plus sombre sur la photo de la NASA et plus clair sur celle des Mythbusters, alors que l'astronaute est plus clair sur la photo de la NASA et plus foncé sur celle des Mythbusters. Autrement dit, il y a un écart beaucoup plus grand entre ombre et lumière dans la photo des Mythbusters que sur celle de la NASA. Sur cette autre image de la série, on voit clairement que l'astronaute dans l'ombre est décidément plus sombre que le terrain éclairé directement par la source lumineuse. C'est un résultat très différent de ce que nous voyons sur les photos des missions Apollo. Par conséquent, et encore une fois, les Mythbusters ont démontré l'exact opposé de ce qu'ils voulaient prouver. C'est-à-dire que sans lumière additionnelle, il n'est pas possible d'équilibrer correctement la luminosité de la partie dans l'ombre et de la partie éclairée, même en utilisant la chemise blanche de l'un des deux pour refléter la lumière. En tout cas, la thèse que le sable soit suffisant pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre peut être réfutée aisément en utilisant les propres images de la NASA. Il suffit de regarder d'autres photos prises avec la même source de lumière, qui devrait donc être le soleil, pour voir que la partie du sujet à l'ombre reste presque entièrement noire. Si le sable avait vraiment ce pouvoir réfléchissant magique, cette partie de rocher devrait avoir plus ou moins la même luminosité que le terrain dans le fond. Ces panneaux devraient être visibles presque autant que le sable éclairé, et cette zone dans l'ombre devrait pouvoir être visible de façon claire. Au contraire, tout ce qui n'est pas éclairé directement par le soleil se trouve dans une ombre pratiquement noire, précisément parce que le sable, tout seul, n'est pas en mesure d'éclairer avec son propre reflet. Pour les mêmes raisons, on peut écarter l'hypothèse que ce soit la Terre qui éclaire les zones d'ombre du LEM. Si le reflet de la Terre était vraiment aussi lumineux, alors toutes les zones d'ombre sur le sol lunaire devraient être éclairées aussi. Mais ce n'est pas le cas. En aucun cas, on ne s'explique la luminosité pratiquement égale entre la partie frappée directement par le soleil et la zone du LEM à l'ombre. De fait, les photographes professionnels pensent que pour obtenir un résultat de ce type, il est nécessaire d'utiliser soit de grands panneaux réfléchissants, soit des lumières additionnelles placées du côté du photographe. La tesi, diciamo, del complotto dice: siamo sulla Luna, non c'è nemmeno il cielo, non c'è l'atmosfera a farti da riflesso. Ormai qui è chiaro, cioè, questa luce non corrisponde a questa, diciamo. Esatto. In effetti è vero, non corrisponde. Diciamo, guardandolo attentamente da un punto di vista, diciamo dovrebbe esserci un pannello bianco qua, perché la luce sia così. Cioè, questo qui, ma neanche se tu sei in riva al mare, hai un riverbero, hai una cosa che va così, con la luce così protetta, ma questo in effetti è veramente incredibile. Anche qui, guarda che dettaglio c'è qui. Cioè, dove c'è la luce è bene, dove c'è l'ombra non si vede un cazzo, c'è un buco nero. Invece qui avrebbe senso se qua ci fossero tutti dei pannelli di polistirolo, ma grandi però. Così che caspita, cioè. È possibile avere, senza l'atmosfera che fa da riflesso, un controluce con esposizione quasi uguale qui e qui, in luce diretta e luce riflessa? Ci vuole un riflettore, insomma, un controluce così. È chiaro che ci sono dei riflessi qui del metallo, che vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa. Lo vedo soprattutto nei riflessi qui, no? Vuol dire che da questa parte qui c'è una sorgente di luce. No, non c'è l'aria da sole. Non c'è questa, per esempio, tutto questo c'è un'aria da lampada di studio. Questo schiarimento qui, c'è questa luce sulla scala, per esempio, da dove viene? Quello che mi impressiona è che il sole, un controluce così, in più riesco a vedere i dettagli di questo riflesso su questo oro. Da dove viene? Perché qui il cielo è nero. Il cielo è nero, non c'è
L'unica riflessione è la sabbia, però dovrebbe essere molto più luminoso sotto e non sopra. Questo riflesso sopra qui da dove viene? A meno che abbiamo portato dei grandi riflettori, ma non credo, insomma. La luce viene da dietro al modulo, no? L'astronauta o presunto tale è al buio totale e è illuminato. Perché? C'è un'altra luna o c'è qualcuno con un faro? Voglio dire, perché tanta così qui? E tanta così nella parte buia più che altro. Da dove viene sta luce? Qui dovrebbe essere completamente nera, come il cielo. Quindi diciamo senza sorgenti secondarie, senza riflettori non sarebbe possibile? No, questo è impossibile. Verrebbe nero come qui. E poi guarda, si vede anche la scaletta è di metallo, no? E c'è un riflesso di una luce, vedi? Questa riga bianca è un riflesso di una luce. Quindi da questa parte c'è una luce. The main problem here is backlight. On the moon you have no sky behind you to refract the light, and you only have the sand. They did not have any artificial illumination. They do not have any reflectors or any flashes, just a camera, which was the Hasselblad with the 60 millimeters and the Ektachrome from the good old days. I was feeling, if this is happening, where is this coming from? And if I was already thinking when I saw the first picture that once you step down here, if you step down in a light like this, you will never have that reflection like this, even if it comes from here. Yeah. Huh? Yes. That's totally strange light. Here too, you can see they have almost the same luminosity in the front and the back. Now, my experience tells me you have at least 2 stops difference when you turn around in backlight, and that's when you have the atmosphere. Yeah, but that is totally lit with the reflector, no? You tell me. That's the whole discussion. I would say that is totally. I don't want to get into it's fake or the moon landing was fake, but these pictures are fake. No? That is, I think, I would say 100% sure. Okay. Because all this cannot exist that way. So if you ask me as a photographer, yes, I am. I have to say this cannot be on any moon or something with one single light, the sun. Look, it's totally, if you see that, I mean, that's a movie light, no? Because you have the source here, that should be all black. If it would not be black, then this would be burned out, burned out, burned out. Then you get some texture here. But like this is absolutely impossible. Absolutely impossible. Oh, what happened there? That's supposed to be the sun. Does that look like the sun to you? If this is the sun and the only light, and this is how whatever reflects, which is ridiculous because nothing can reflect this, then this would be so burned out and bleached out not to get any structure here. Yeah. That's my... same as the others have said the same thing. That would be unbelievable. If this is the sun, and there must something be here, because that would be just black. So what is it? Yes. Yeah, this is impossible without reflectors. That is really impossible without reflectors. Okay. Avec ce commentaire, Thor-Humbert résume parfaitement l'opinion des photographes professionnels. E le foto avrebbero dovuto essere state fatte sulla Luna portandosi un'attrezzatura da studio. Non so se questo ha molto senso. Se qua ci fossero dei grandi pannelli bianchi, diciamo, deve essere proprio tutto un set con tutto ben riflesso, diciamo. Et de fait, ce n'est pas un hasard si dans le décor d'IMAX, ils ont utilisé de grands panneaux réfléchissants placés derrière le LEM pour répliquer fidèlement les photos de la NASA. Une source de lumière derrière le module lunaire, des panneaux qui réfléchissent cette lumière et la renvoient éclairer la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre. De cette façon, la luminosité de la partie à l'ombre est parfaitement équilibrée avec celle du terrain éclairé directement par la source lumineuse. Exactement comme sur les photos des missions Apollo. En 2014, les techniciens de la société informatique NVIDIA ont réalisé une simulation par ordinateur grâce à laquelle ils pensent avoir identifié la source de lumière qui a éclairé le LEM dans l'ombre.
D'après eux, ce serait la combinaison blanche de Neil Armstrong, autrement dit, l'astronaute qui prend les photos. There is a huge glowing bright white light. And as we analyzed that video a little more, we realized it's Neil Armstrong himself. The bright white space suit that he was wearing reflected all that sunlight off of him and back onto Buzz Aldrin. So essentially, Neil Armstrong himself was a light source in that scene. Mais comme l'expliquent ces photographes professionnels, la combinaison de l'astronaute est trop loin et trop petite pour réussir à éclairer un objet aussi grand que le module lunaire. È possibile teoricamente che la tuta dell'astronauta che fotografa, che è bianca, riesca a fare questo controluce? Perché è una possibilità che è stata... No, beh, allora il bianco fa, però a questa distanza è un po' tanto, è un po' distante. Cioè se fosse, diciamo, qui, allora sì, ma poi comunque farebbe, diciamo, illuminerebbe una parte molto più piccola. Ecco, qui l'unica cosa di riflesso può essere questa superficie chiara su cui si riflette l'ombra del modello, no? Sì. Però questa superficie non è sufficiente, ecco qua la vediamo meglio, sì. Non è sufficiente per illuminare il LEM come è illuminato, insomma. Potrebbe essere la tuta dell'astronauta che fotografa? No, troppo lontano. Esattamente. Troppo piccolo e troppo lontano. Lui sarebbe a 10 metri circa e non fa niente. Pour démentir définitivement cette hypothèse, il suffit de regarder certaines images télé des missions Apollo. Ici, par exemple, il y a un astronaute éclairé par le Soleil qui se déplace hors champ, sur la droite de l'image. On peut voir le reflet de sa combinaison qui éclaire momentanément la partie inférieure du rover, mais qui n'a aucun effet sur la luminosité de la partie sombre du LEM, bien plus grande et bien plus éloignée. Ici, on voit ce même astronaute qui entre dans le champ sur la droite de l'image. À nouveau, son reflet va éclairer partiellement la partie inférieure du rover, mais il n'a pas le moindre effet sur la masse du LEM qui reste sombre exactement comme avant. Enfin, il y a un autre détail qui suggère la présence d'une lumière secondaire, que ce soit un panneau réfléchissant ou bien un flash. C'est ce reflet clair qui apparaît à plusieurs reprises sur les talons des bottes des astronautes. Qui c'è una luce. La sabbia che c'è No, intorno? no, no. No, questa è puntiforme, vedi, piccola. Anche questo, di nuovo, stesso problema. Cioè questo dettaglio dentro quest'ombra nera praticamente è impossibile. Tecnicamente è impossibile. No, appunto, il dettaglio sulle scarpe, il dettaglio sul metallo. Qui, indubbiamente, questa riflessione vuol dire che c'è una sorgente di luce dalla parte di chi fotografa, mentre in realtà il sole è dietro, a questo è un controluce. Forse è un flash, no? No? Potrebbe. No, se io avessi usato un flash a me veniva così. Sì, appunto, forse un flash, perché no? E c'è un'area da flash, un piccolo flash sulla macchina fotografica. The same here. And it's true, you see them in the shoes, you see the reflectors, no? You do? Can you show me again? Where does this light come from? In the shoes you have that shining. This. Here are the shoes. See, that's the shoes you're going to see. Right. That's Could that be a flashlight? A flashlight, a reflector, or anything, no? Yeah. Question. Étant donné que la NASA elle-même a déclaré « Puisque la surface lunaire est en soi peu réfléchissante, les sujets photographiés se trouveront soit en pleine lumière, soit dans l'ombre la plus absolue. » Pouvez-vous expliquer pourquoi la partie du LEM qui se trouve dans l'ombre est aussi fortement éclairée? Comme nous venons de le montrer, le reflet du sable sur la surface lunaire n'est pas suffisant pour éclairer les parties des objets dans l'ombre, et la combinaison des astronautes est trop petite et trop éloignée pour éclairer la partie du LEM dans l'ombre. Pouvez-vous alors nous expliquer ce qui a pu éclairer de façon aussi substantielle les parties à l'ombre du module lunaire? Étant donné que le sol lunaire reflète seulement 8% de la lumière qu'il reçoit, comment la partie dans l'ombre du LEM, qui est illuminée seulement par la lumière reflétée, peut-elle avoir la même luminosité que le terrain alentour qui, lui, est frappé directement par le soleil? Vu que même les Mythbusters, avec leur expérience, ne sont pas parvenus à équilibrer la lumière incidente et celle reflétée,
Pouvez-vous expliquer comment cela a été possible pour plusieurs photos des missions Apollo? Étant donné que les photographes professionnels interviewés soutiennent que ces photos n'auraient pas été possibles sans l'utilisation de panneaux réfléchissants ou de lumière supplémentaire, pouvez-vous expliquer comment les astronautes ont pu les réaliser sur la Lune puisqu'ils ne disposaient ni de réflecteurs ni de lumière additionnelle? Face à cette apparente falsification des photos lunaires, certains ont avancé une hypothèse extrême. Que l'on soit bien allé sur la Lune, mais que les photographies aient été refaites sur Terre après coup, parce qu'elles avaient peut-être été ratées sur la surface lunaire. Mais cela n'est pas possible pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, les photos falsifiées concernent toutes les missions, d'Apollo 11 à Apollo 17. Il faudrait donc nous expliquer quel type de problème a bien pu se poser au niveau photographique durant pas moins de 6 missions consécutives pour obliger la NASA à refaire chaque fois les photos en studio. Deuxièmement, tout le monde peut vérifier que les photos et les images télé en direct coïncident à la perfection entre elles, dans le sens où chaque détail présent sur les images télé est aussi présent sur les photos de la scène. Cela signifie donc que les photos et les images télé ont été faites au même moment et au même endroit. Et puisque les images télé ont été retransmises en direct à la télévision, cela veut dire que les photographies aussi doivent avoir été prises au même moment et non après. Ou bien éventuellement avant, si les images télé avaient été préenregistrées en studio, mais certainement pas après la date de la diffusion sur les ondes. Au point où nous en sommes, il nous reste une chose à considérer. S'il est vrai, comme tous ces éléments concordants semblent le montrer, que quelqu'un à la NASA a décidé de falsifier les voyages lunaires, il fallait évidemment convaincre les astronautes de réciter leur partie jusqu'au bout. Il n'aurait pas été possible de feindre d'aller sur la Lune sans leur pleine collaboration. Et les astronautes sont des personnes exceptionnellement courageuses, motivées par un profond sens de l'honneur qui leur vient de la pratique d'un métier où ils mettent quotidiennement leur vie en jeu pour faire avancer le progrès scientifique. Il n'a donc pas dû être facile pour eux de devoir accepter de participer à une bien triste mise en scène, juste pour satisfaire les exigences des États-Unis qui voulaient asseoir leur prestige face au monde entier. Voyons donc de plus près l'histoire des 3 astronautes les plus importants et les plus connus de tous, Armstrong, Aldrin et Collins, c'est-à-dire l'équipage historique d'Apollo 11. Le 24 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins reviennent triomphalement de la plus importante mission jamais menée par l'homme dans l'histoire. Ils reviennent tout juste de la Lune. Ce sont les premiers êtres humains à avoir visité un autre corps céleste et à en être revenus sains et saufs. Sur le navire qui les a recueillis, le président Nixon est présent en personne. Après un bref échange devant les caméras, Armstrong, Aldrin et Collins sont placés en quarantaine et mis quelques semaines à l'isolement. Puis le 16 septembre, ils se présentent pour la première conférence de presse devant les journalistes du monde entier qui les accueillent par une bruyante standing ovation. Tous s'attendent à voir 3 héros pleins d'enthousiasme et de bonheur après la formidable mission menée à bien. Au lieu de cela, leurs visages paraissent tendus, sombres, presque soucieux. Ils ne semblent pas à l'aise et les moments d'embarras sont fréquents. Quand on leur demande quelle est pour eux la signification d'une mission qui a emmené l'homme sur un autre corps céleste, les 3 astronautes ne semblent pas avoir un grand enthousiasme ni une grande envie de répondre. Many of us and many other people in many places have speculated on the meaning of this first landing on another body in space. Would each of you give us your estimate of what is the meaning of this to all of us? Et quand Armstrong décrit leur aventure comme le début d'une nouvelle ère, il ressemble davantage à quelqu'un obligé de réciter un texte qu'à une personne convaincue de ce qu'elle dit. The entire program, it's a beginning of a new age. Mais le moment le plus embarrassant survient lorsque le célèbre journaliste Sir Patrick Moore leur demande s'ils ont pu observer les étoiles depuis la Lune. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare?
Mais aucun d'entre eux, étonnamment, ne se souvient avoir vu une seule étoile à l'œil nu. We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. Même Collins, qui est resté à tourner en orbite lunaire alors que les deux autres descendaient à la surface de la Lune, ne se rappelle pas avoir vu une seule étoile. I don't remember seeing any. Ceci constitue un fait véritablement déconcertant, étant donné que leurs collègues des missions Gemini qui les ont précédés de quelques années dans l'espace se rappellent très bien avoir passé de longues heures justement à observer les étoiles. We'd spend several hours just with our faces pressed up against the window at night with all the lights turned down low and watching the stars. Les astronautes des missions de la navette spatiale comme James Rayleigh racontent eux aussi avoir vu littéralement des millions d'étoiles briller dans le cosmos. What are the stars like in space? Like, are they just brighter than on Earth, or how would you describe it? They're brighter, but they're different. A lot of things different about them. One, you don't have the atmospheric distortion, so they don't twinkle, right? So you see lots of points, and you see lots of points, and that literally millions of them. On se demande bien où sont réellement allés ces astronautes durant ces 8 jours qu'ont duré leur mission, s'ils ne se souviennent pas avoir vu une seule étoile. Un autre fait surprenant est que les 3 astronautes d'Apollo 11, au lieu de poursuivre une belle carrière ascendante au sein de la NASA, ont soudain décidé, au retour de leur mission triomphale, de quitter l'agence spatiale. À peine un an après leur mission, avec un programme Apollo encore pleinement actif, tous 3 démissionnent de la NASA. Armstrong disparaît littéralement de la scène, part vivre à la campagne et décide de ne plus donner d'interview, devenant alors timide et inapprochable. Et lorsque la NASA célèbre la fin du programme Apollo, qui en l'espace de 3 ans a emmené 12 hommes sur la Lune, Neil Armstrong, le plus important de tous, refuse de participer à la cérémonie. À son tour, Buzz Aldrin tombe dans une période de profonde dépression qui le porte, comme il le raconte lui-même, à l'abus de drogue et d'alcool. I thrived on addictive substances, alcoholism, and clearly that began to predominate in my unstructured life. En 1973, il apparaît sur une photo dans Paris Match, décidément changé dans son aspect. Aldrin déclare même au magazine français « On nous croit des héros, mais la Lune nous a brisés ». Lors d'une interview en 1994, on demande à Aldrin de donner un conseil aux jeunes qui, comme lui, veulent devenir astronautes. Mais au lieu de les encourager et de leur transmettre de l'enthousiasme, il les met en garde contre de possibles désillusions. Space and its frontiers certainly are new and challenging, and because they're new and challenging, they're also uncertain, and I think anyone aspiring that as a career field has to be equipped with a lot of patience and the ability to cope with things not turning out exactly the way they may perceive that they would ahead of time. Pourquoi un homme qui a mené à bien la plus importante mission de l'histoire humaine, plutôt que d'encourager ces jeunes, les met-il en garde contre les désillusions et les échecs? Ladies and gentlemen, Neil Armstrong. Armstrong lui aussi réapparaît de temps en temps en public, mais ce n'est certainement pas pour chanter les louanges de la NASA. Lors d'une cérémonie en présence de Bill Clinton en 1994, Armstrong prononce une phrase ambiguë et mystérieuse. Tandis qu'il parle à un groupe d'étudiants, il fait allusion à certains voiles qui protègent la vérité et que les jeunes devront lever pour aller de l'avant. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered. Breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers. Par la suite, Armstrong fera de nouveau parler de lui lorsqu'il refusera de participer aux célébrations du 40e anniversaire des missions Apollo. En 2004, le réalisateur Bart Sibrel tourna un documentaire intitulé « Astronaut Gone Wild », dans lequel il interviewe les astronautes des missions Apollo et leur demande de jurer sur la Bible qu'ils ont vraiment marché sur la Lune. Il faut se rappeler qu'aux USA, le fait de témoigner en jurant sur la Bible filmée par une caméra peut être utilisé devant un tribunal contre la personne qui a juré, et en Amérique, le parjure peut être puni de prison. Nous ne savons pas si c'est pour cette raison, mais il est curieux de voir que lorsqu'il s'aperçoit soudain de la présence de la caméra de Sibrel, Armstrong refuse de jurer sur la Bible. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you put your left hand on the Bible and swear to God that you walked on the moon? Gentlemen. Mr. Sibrel. Yes?
If you really walked on the moon, why would you not do that? So why don't you just put the... Même quand Sibrel lui offre 5 000 $ comptant à donner à une œuvre de bienfaisance, Armstrong refuse de jurer. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to... Why not? Why won't you do it? Aldrin aussi refuse de jurer sur la Bible. Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? Why don't you swear on the Bible that you walked... Sibrel continue d'insister et en arrive même à l'insulter, tant et si bien qu'Aldrin lui décoche un coup de poing au visage. Mais finalement, Buzz Aldrin, tout comme Armstrong, a refusé de jurer. Michael Collins, lui aussi, le troisième astronaute d'Apollo 11, refuse de jurer et s'enfuit même devant Sibrel comme s'il était le diable en personne. Asking you to swear in the Bible that you orbited the moon. Would you please go away? Well, if you really orbited the moon, why won't you swear in the Bible that you did so? I just don't understand why if you orbited the moon, you wouldn't have a problem about swearing to the Bible on it. Sibrel n'est évidemment pas un personnage qui se présente de manière amicale. Mais si l'un d'eux est effectivement allé sur la Lune, alors pourquoi ne pas jurer ? Il aurait suffi d'allonger la main sur la Bible et de dire « Je le jure » pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce personnage encombrant. En outre, Armstrong aurait même pu donner 5 000 $ à une œuvre avec ce geste. Mais aucun des trois astronautes n'a voulu le faire. Pourquoi ? Okay, Gus, that's enough. Take it away. All right, here we go now. Hold it. Come on, smile. That's fine. Hold it. Steady. Hey, wait a minute. Wait a minute. Where's the moon? Hey, Sully! Okay, boss. Come on, make it snappy. Get in there and steady it. Okay. All right, here we go again now. Steady, hold it. Come on, Betty, come on, give me a smile. That's right, hold it, hold it. Okay. Wrap it up.